Bon. Super. Ouais, là, c'est la merde. Je suis resté calme, mais je trouve ça inacceptable. Ouais, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Tout était bon. Ouais, Ça fait presque 1 an et demi même qu'on est allé chez eux pour la première fois, et toutes les réunions qu'on a fait et tout, s'ils savaient que potentiellement ils avaient autant de devis en attente pour la même période, pourquoi ils nous ont pas prévenus, tu vois? Voilà, hein, je m'en doutais qu'il y avait un truc qui allait nous tomber sur le coin de la gueule. Hein. C'était trop beau pour que tout soit ok comme ça. C'est aussi notre vie perso là qui commence à... Moi je commence à flipper pour ma vie perso là, en train de me dire est-ce qu'on serait pas en train de faire la pire connerie de notre vie, je sais pas, je sais plus en fait là. Donc on a un de nos gros prestataires effectivement qui nous lâche à ce moment-là et on se retrouve un peu démunis, on n'a plus d'électronique, on n'a plus de mécanisme et une partie des décors de la Cité des Martyrs aussi dont ils devaient s'occuper. Donc on est vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous on ne sait pas faire et donc il va falloir tout de suite trouver une solution, très rapidement. Moi j'appelle tout de suite nos archis et je leur dis qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est joué vraiment à que dalle quoi. Ok. Bah ouais, puis on avait tellement bien avancé avec eux, vraiment on est dégoûtés, je te jure. Bah j'imagine. On a assez avancé pour ne pas être non plus hors délai. On a tout qui est prêt, on a les budgets, on sait combien on va mettre par salle, on sait ce qu'on veut par salle, etc. Donc bon, c'est juste qu'il va falloir effectivement redémarrer avec un presta entre guillemets à zéro, lui refaire tout le topo. À force de travailler du coup dans le monde de l'escape, on a des prestats avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui fonctionnent très bien et que du coup on chérit parce que on veut absolument continuer la relation qu'on a établie avec eux. Donc on a déjà beaucoup travaillé avec l'Absterium. Moi, je leur ai demandé tout de suite, est-ce que vous avez des contacts chez l'Absterium? Parce que on n'allait pas commencer à démarcher d'autres entreprises au fin fond de la France, sachant que ça devait être rapide. Donc, comme eux sont en région parisienne, ça paraissait la solution la plus simple. Moi, c'est Christophe, je suis cofondateur de l'Absterium, je suis le gérant actuellement. Et on est une société où on crée des objets interactifs sur mesure pour de l'escape game, mais pas que. Quand un client arrive chez nous, il est d'abord accueilli par Alexandre, notre commercial, qui va définir avec lui son projet, définir l'intention qu'il a, les budgets également. Je pense qu'on pourra se pencher dessus mardi avec l'équipe D'accord. et on revient vers vous Fin de semaine prochaine? mardi après-midi, mercredi quoi. Ah, Mieux, ouais. C'est la fin de la semaine prochaine. D'accord, ok. C'est bien bon, je sais, mais on est un peu charrettés. Et puis, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez qu'on se fasse un vidéo call avec l'équipe pour vraiment expliquer s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc., parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses. Ok, bah super. Bon. Écoutez, merci beaucoup pour votre appel et puis à très bientôt du coup. Donc on a pu répondre à leurs questions et trouver un terrain d'entente sur quand produire le projet pour qu'ils puissent avoir accès à nos services. Pour des raisons budgétaires, on n'avait pas pu le faire. Dès le début, il s'est retrouvé que on se travaille quand même avec eux et qu'on sait qu'on a un service premium. Des sociétés d'escape game, il n'y en a pas 1 milliard, quoi. C'est quand même super restrictif. Ils sont 4-5 et puis on savait que Absterium c'était le très haut de gamme de l'escape game. On leur a expliqué tout le projet, donc on a dû tout recommencer de A à Z, réexpliquer notre concept, réexpliquer nos jeux, réexpliquer qui on était. On a retravaillé aussi une partie de nos énigmes avec eux, puisque eux font aussi de la création pure et dure de game design, comme on dit. On a des game designers qui est un métier à part entière, qui consiste à générer une expérience de jeu qui soit la plus marquante et la plus intéressante pour les joueurs. Comment faire en sorte que tes énigmes elles soient assez fluides, elles soient compréhensibles et que ce soit sympa à jouer surtout, et aussi dans un temps imparti, là en l'occurrence comme c'est de l'escape, plus ou moins 1 heure. Nous on n'a pas le recul pour savoir si ce qu'on a fait est bien ou pas. Du coup nous on est arrivé avec nos idées et puis c'est cool aussi parce qu'ils ont eu l'honnêteté de nous dire là il y a des points, on n'est pas sûr. Par exemple, dans le Palais du Rire, il y avait à plusieurs moments des mécanismes qui étaient redondants. Par exemple, tourner une manivelle pour faire une action.
En fait, ça, répéter 3 fois l'action ou 4 fois l'action, c'est pas intéressant pour un joueur. Et puis en relisant et en voyant ça avec eux, on s'est dit mais ouais, en fait ça n'a aucun sens, mais genre 3 fois la même chose. Donc là, nous, on les a accompagnés comme ça pour réécrire une partie de leur scénario en gardant leur idée et leur trame principale. Eux, c'est leur métier, nous, ce n'est pas notre métier. On peut écrire des choses qui nous passent par la tête, c'est comme écrire un bouquin, un film, mais derrière, je pense qu'il faut toujours faire relire par des professionnels. Techniquement, je sais pas comment on peut faire, parce que cet élément-là, admettons qu'il récupère, il doit pouvoir le mettre dans la tête du clown qui est sur le mur. Bah, sur la salle vaudou avec le panneau machin là, Ouais. il y a 2 yeux à retrouver, à remettre dans les Ah oui. Donc, faut juste les mettre dedans, il y a pas un système, un gros aimant, un clip. En fait, il y a un aimant. C'est une sorte d'aimant, mais ouais. Il y a un capteur et un. Je sais pas duel ou du. Mais on vient prendre l'œil, on vient mettre dedans et c'est tout. Il fallait de toute façon qu'on fasse le gap design le plus vite possible parce que à partir du moment où on valide tout, ça part en construction, ça part en... Enfin voilà, c'est parti quoi. Donc on peut pas commencer une construction puis dire en fait non, je suis pas sûr de ce truc, donc on va recommencer parce que ça implique des plans de câblage qui sont pas les mêmes. En fait, il y a une scénarisation qui est prévue et ce qui fait que chaque chose déclenche plein de choses, donc soit des effets spéciaux, soit de la musique, soit de la lumière. Et donc du coup, il fallait vraiment qu'on soit précis sur ce qu'on veut parce que on pouvait pas, une fois que tout soit programmé, dire en fait non, on va revenir en arrière, on va tout refaire. À partir du moment où ça se déclenche, tout le monde, genre, on peut pas reculer d'un jour chaque truc. Et l'autre, tu sais, un vrai gros... C'est la réunion de... On va peut-être se dire qu'on va faire ça tous les jeudis, non? Je sais pas si c'est ce qui était prévu. Donc si on se fait ça tous les jeudis, mercredi, ils commencent à mettre en place des choses. Jeudi, on est sur le détail du où est-ce qu'on fait le carottage et comment ça se passe, etc. Je m'appelle Astrid, je suis architecte d'intérieur et je travaille du coup chez MEPS Architecture depuis un petit moment. Une fois qu'on a passé toute cette phase vraiment de conception, d'études, de création des dossiers, c'est bon, le grand jour est arrivé, on peut lancer vraiment le chantier et commencer à travailler concrètement dans le local. Cette gestion du chantier, elle commence avec une première réunion qui est hyper cruciale parce que du coup, on réunit sur place tous les corps de métier et on va en fait, à partir de leur son de cloche à eux, établir un document qui va être central pour la gestion du chantier, qui est le planning de chantier. Donc lundi 1, 2, 3, t'es ici. Est-ce que je te mets après ça? Non? Ouais. Non mais je veux dire, c'était ça que t'avais. Ok, bon, ça reste à peu près ce qu'on s'était dit. Tout le monde est présent, donc évidemment les corps d'État qui vont vraiment faire de la construction, donc le cloisonnement, la plomberie, l'électricité, la climatisation, ventilation, chauffage, etc. Mais aussi les autres prestataires, et notamment là, dans le cas d'un escape game, les prestataires de décors, les prestataires de mécanismes, et en fait de venir coordonner qui a besoin de quoi, qu'est-ce qui a besoin d'être fait avant l'intervention du prochain corps d'État ou de la prochaine boîte de prestat. Voilà. On l'amène quand on en a besoin, parce que si c'est stocké ici et que ça nous, Oui, si ça nous perd gêne du temps. dans l'avancement du truc, tu vois, on prend ça, nous on les a et on les amène quand on les pose. Ok. Ça y est, c'est parti. Donc là, on termine les réunions de chantier préparatoires. Tout est calé, les dates d'intervention sont calées, les prestats sont au courant de ce qu'ils doivent faire, quel jour, comment. Tout le monde commence à faire sa vie sur le chantier. On devient plutôt spectateur à partir de ce moment-là, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à part les laisser faire. Pendant toute cette partie, nous, on a dû s'occuper sur autre chose et on s'est occupé sur la communication, puisqu'on se disait que c'était obligatoire pour nous d'avoir une étape préparatrice d'annonce du projet. Et il fallait que les gens soient au courant qu'on allait arriver. La communication, elle est autant importante que tout le reste, qu'un game design, que des beaux décors, que tout en fait. Parce que c'est dans sa globalité, quand tu veux faire un projet qui est quali, tu le penses de A à Z et tu te dis pas juste « Ok, je vais faire un escape game, je vais faire que des bonnes énigmes ». Vous imaginez même pas à quel point je suis heureux de vous annoncer ça, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Vous vous posez sûrement la question, c'est quoi Deep Inside? C'est un escape game, un théâtre immersif et un centre de divertissement à Paris. Vous allez pouvoir... Et donc du coup, on avait peur un peu des retours parce que quelques semaines après, j'ai posté ma vidéo sur YouTube d'annonce où j'expliquais quelle était ma passion depuis petit, aujourd'hui, et comment j'envisageais du coup l'avenir, donc avec Deep Inside et en créant ce genre de choses. Ça a été super bien accueilli. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui réagissent. Je me suis dit, il va y avoir ma communauté proche qui vont me dire trop cool, bravo, machin. Mais plein de gens avec qui j'ai peu de contact dans la vie de tous les jours m'ont félicité, que ce soit des gens du milieu artistique, du milieu des parcs d'attraction, du milieu des escapes. On a été super bien accueillis. Tu te mets une pression automatique, tu te dis putain, maintenant on peut pas se louper quoi, parce que si on vend un truc cool et qu'après c'est pas au rendez-vous, ça va retomber d'une puissance énorme et puis on va plus être crédible. On a regardé
ce qui se faisait partout en France et on trouvait juste un petit peu dommage que les établissements n'utilisent pas plus que ça leurs réseaux sociaux pour créer du contenu vidéo. Peu de gens décident de montrer concrètement comme nous on compte le faire. On n'aura aucun problème à filmer dans les salles, à faire des tournages, à mettre plein de photos, à montrer des backstage. On veut justement que en fait, quand tu as fait ton expérience ici, si tu l'as kiffé, tu la prolonges pendant tout le temps qu'il y a des réseaux. Je pense que les gars, vous kiffez les jeux d'horreur, quoi que ce soit, vous venez ici avec 3 potes, ça doit être incroyable. La communication pré-ouverture, elle était fondée là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut donner envie aux gens de venir. Donc c'était difficile parce qu'on n'avait pas nos décors, donc on a dû trouver des images un peu de substitution pour monter les vidéos qu'on a postées sur notre Instagram plusieurs mois avant l'ouverture. Et dès qu'on a posté ça, on s'est dit, ok, la com, c'est parti. Et la com, elle a démarré, nous, 6-7 mois avant, et régulièrement, on postait des vidéos. On sait où on va, et quand on ouvre, on veut pas juste faire un post « Hello, ça y est, on est ouvert ». Non, les gens vont savoir avant ce qui va se passer chez nous. Alors, je peux pas trop vous dire le pourquoi du comment, mais c'est une partie d'une salle de jeu ici, que vous ne reconnaîtrez absolument pas, mais là, ici, dans tout cet espace. Et ça se construit, hein. C'est sympatoche. Plus ça avance et plus tu te dis waouh, parce que tu commences à voir tu vois les volumes des pièces, tu commences à voir la hauteur, tu commences à voir un peu l'ambiance qui se crée et petit à petit, en fait, ce que tu avais en tête depuis toujours, et c'est en train, genre ça pousse comme ça. C'est complètement bizarre. T'as l'impression de faire un rêve, mais que c'est vrai. Et du coup, c'est trop bien, mais d'un autre côté, c'est super stressant parce que tu as envie d'avoir le contrôle sur tout. Parce que tu te dis, c'est mon bébé, c'est mon projet. Et du coup, tu regardes, tu te dis, putain, non mais ça, est-ce que c'est bien fait, Et du coup, tu te stresses, mais en même temps, te dire, waouh,